Bonjour, messieurs, dames, et merci d'être là pour cette conférence, parce que celle de 14 heures, c'est pas la plus facile, hein, c'est celle où, effectivement, on finit de manger. Donc, je vous présente les personnes qui vont intervenir à cette conférence. Donc, Hortense de Roquette, avocate, et qui travaille avec notre association, l'AREA Occitanie, qui fédère les entreprises d'Occitanie en agroalimentaire, et Denis Méneret, expert commercial, qui va aussi nous dire sa version de l'application d'Egalim 2. Et Christine Huppert, donc, qui suit directrice de l'AREA Occitanie. Hortense, à toi l'honneur de nous expliquer ce que c'est cette fabuleuse aventure d'Egalim 2. Merci Christine. Fabuleuse, c'est le mot. Alors juste, je vais dire un tout petit mot pour me présenter. Donc effectivement, je suis avocate au barreau de Toulouse. J'interviens principalement sur des aspects droit des affaires en général. Avant d'être avocate, dans une autre vie, j'étais en entreprise, une entreprise agroalimentaire, notamment dans la région lyonnaise. Et du coup, ça m'a donné un bon aperçu en fait de la réglementation qui s'applique aux industries agroalimentaires, sur la façon qu'elles ont en fait de négocier avec la grande distribution, mais également d'autres circuits, comme les circuits détaillants spécialisés par exemple. Et ça m'a surtout donné un bon aperçu de ce qu'attendent les entreprises en fait d'un service juridique, d'un appui juridique, c'est-à-dire un appui juridique qui soit assez pragmatique, assez pratique, et qui ne se perdent pas dans des mémoires de 14 pages pour dire est-ce que oui ou non j'ai le droit de signer mon contrat avec Carrefour avec telle ou telle clause. Donc en fait c'est sur ce postulat-là qu'on s'est rencontré avec l'AREA, ça va faire pas mal d'années maintenant, pas tout à fait 10 ans mais pas loin, et qu'on a proposé cet appui juridique en fait pour accompagner les entreprises qui ont des questions sur la réglementation applicable sur la relation industrie-commerce. Dans le cadre de ce partenariat, donc on a pas mal d'adhérents qui ont souscrit, et effectivement cette année ça a été un petit peu mouvementé parce que Egalim 2. Alors Egalim 2, ça fait un petit moment qu'on l'attendait. Elle a mis du temps à sortir cette loi. Elle a été promulguée donc en octobre, fin d'année dernière, avec un timing absolument magnifique parce que les négos étaient déjà lancés et cette loi est venue mettre un petit peu le bazar sur la façon en fait de structurer les négociations. Puisqu'en fait, le point de départ des négociations, c'est les conditions générales de vente. Et autant vous dire que le 18 octobre, elles sont déjà presque toutes finies. Voire tout envoyé. Alors là, Egalim 2, en fait, est venu un peu modifier la donne. Et si je devais en dire un petit mot pour qu'on retienne en fait les éléments principaux, le premier point, donc qui va impacter directement ce coup d'envoi des conditions générales de vente, ça va être les indicateurs. Alors les indicateurs, c'est pas forcément Egalim 2, l'obligation existait avant, avec la loi Egalim 1. Mais voilà, mais cet élément-là se renforce, donc avec l'obligation pour les sociétés qui vendent des produits agroalimentaires de faire apparaître les indicateurs des matières premières agricoles qui ont servi en fait pour construire leur prix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être les options. Avec cette loi Egalim 2, le professionnel en fait qui vend ses produits agroalimentaires, enfin ses produits alimentaires, doit choisir différentes options sur la façon de présenter son tarif. Donc l'option 1 et 2, que je vais traiter ensemble, on doit en fait décortiquer le poids des matières premières agricoles, le poids qu'elles représentent en fait notamment par rapport au prix tarif. C'est-à-dire que quand j'annonce qu'un paquet de biscuits, je le vends à 10, je dois indiquer dans ces 10 à quoi correspond en fait ma matière première agricole. Et ça a été un vrai casse-tête en fait, parce que si effectivement pour peu qu'on ait un catalogue un peu fourni, ça veut dire que produit par produit, en fait, on doit décortiquer, faire toute une analyse de la valeur, savoir extraire en fait les matières premières agricoles, savoir les valoriser, et les valoriser en fait notamment par rapport au prix de vente. Donc ça, c'est les options 1 et 2. Et l'option 3, qui était une option un peu nébuleuse et un peu mystérieuse jusqu'à peu, qui est le recours au tiers indépendant. Cette option ne fonctionne que si on a une évolution tarifaire. Et l'idée, en fait, c'est qu'une fois que mes négociations sont terminées, je demande à ce tiers indépendant, en l'occurrence le commissaire aux comptes, souvent, de venir attester que ma négociation n'a pas porté en fait, sur la hausse des matières premières agricoles. En fait, vous l'aurez compris, ces dispositifs-là
la volonté d'Egalim 2, c'est de sanctuariser les matières premières agricoles, de faire en sorte que dans les négociations entre l'industrie et la distribution, on ne touche pas aux matières premières agricoles. Et on n'y touche pas au moment de la négo et on n'y touche pas tout au long en fait, de l'application du contrat. Ce qui m'emmène en fait à un autre élément important en fait, d'Egalim 2, c'est la clause de révision tarifaire et la clause de renégociation tarifaire, qui fait que, alors ce n'est pas des mentions obligatoires dans les conditions générales de vente, mais c'est des mentions qu'on doit retrouver dans les contrats qu'on signe avec les clients, d'avoir des clauses en fait, qui vont faire varier le prix en fonction. Alors, la variation est automatique si j'ai une variation du coût de mes matières premières agricoles, donc c'est une clause d'indexation. Et une clause de renégociation si, par exemple, je suis impacté par la hausse du transport, de l'énergie, de l'emballage. Ces clauses-là, ça a été un vrai casse-tête dans le contexte dans lequel on a été en 2022, avec la guerre en Ukraine, avec l'explosion de ces différents postes. Donc il y a eu vraiment en fait, tout un patinage de ma clause, bien négociée, pas négociée, est-ce que je peux l'activer, est-ce que je ne peux pas l'activer. C'est vrai qu'on avait très peu de recul en 2022. On s'aperçoit du coup pour 2023, vu que ces obligations en fait, se poursuivent dans le temps, qu'il y a un vrai enjeu de négociation sur ces clauses, en fait, qui ont un impact direct sur le prix en fait, de vos produits vendus à vos clients et notamment en grande distribution, même si encore une fois Egalim 2 a vocation à recouvrir tous les terrains tous les circuits de distribution. Et le dernier point, j'en finis, ça concerne les pénalités logistiques où en fait il y a eu une grosse réforme aussi d'Egalim 2 qui vient nous expliquer que les pénalités logistiques ne peuvent être appliquées que si, j'ai une rupture de stock. Donc c'est au client de démontrer que le fait que vous n'ayez pas livré dans les délais la marchandise a généré une rupture de stock. Et si ce n'est pas une rupture de stock, il doit démontrer qu'il a subi un préjudice et il doit pouvoir le valoriser. Alors, ça c'est la théorie. Je laisserai la parole à Denis pour expliquer peut-être la mise en pratique. En théorie, voilà, ça limite le scope de l'application des pénalités logistiques. Voilà, on sait qu'en 2022, ça a été un vrai souci, voilà, qu'il y a eu pas mal de dérives qui ont été faites. La DGCCRF a notamment fait passer une note pendant l'été pour venir un peu clarifier le point, pour réduire un peu l'engouement des clients dans la facturation des pénalités. Mais voilà, en tout cas, Egalim 2 a eu ce mérite-là. Cette année, en 2023, on a ce petit challenge-là, on a 1 an de recul en fait, par rapport à la loi. Donc on n'a plus l'excuse en fait, de ne pas savoir exactement à quoi elle correspond. Et donc l'enjeu, il commence maintenant, parce que c'est maintenant qu'on rédige ces conditions générales de vente, qu'on doit s'assurer que toutes les mentions y sont, et s'assurer en fait qu'elles vont être un outil suffisant pour nous aider en fait dans le cadre des négociations à venir pour l'année 2023. Voilà. Hortense, avant de demander à Caroline de venir témoigner, puisque tu accompagnes un nombre important d'entreprises de l'AREA, quel a été le délai d'application des hausses pour les entreprises qui étaient Egalim 2 entre le moment où ils ont constaté la hausse de la matière première agricole et le moment où ils ont pu passer leur hausse. C'était les négociations en cours d'année de 2022. Oui. Ça a été assez variable en fait. Il y a encore des entreprises qui sont encore en train de négocier des hausses qu'elles ont voulu faire passer au mois de juin. Donc ça a été très variable. Ça dépend des secteurs, ça dépend de la façon dont ça a été documenté, ça dépend du bon vouloir du client. Donc il y en a pour qui ça a été fait assez rapidement et d'autres pour lesquels on y est encore. Donc c'est extrêmement variable. Caroline Morin, merci d'être là au pied levé pour témoigner. Vous nous présentez l'entreprise et puis après ce que vous avez fait avec Hortense. Merci. Bonjour. Donc, je m'appelle Caroline Morin, je représente la société Les Sauces Morin. Nous sommes situés à Marsac-sur-Tarn, dans le Tarn. On fabrique des sauces fraîches, sans colorant, sans conservateur. Ça fait des années qu'on travaille avec l'AREA et avec Hortense. Et comme vous tous, on a été confrontés à Egalim 2. Donc nous, l'année dernière, on n'était clairement pas prêts. Tout d'un coup, on s'est réveillé, on a reçu les retours des négos, de nos acheteurs qui n'étaient pas d'accord avec nos conditions générales de vente. Donc on a appelé en urgence Hortense. On a fait un coup de Trafalgar. Et je dirais
On a passé le cap. Moi, j'ai l'impression que l'année dernière, j'ai fait que du droit. Voilà, toutes mes négos, j'ai fait 3 mois de droit, j'ai pas fait de commerce. Il y avait que du droit, que Egalim 2, que de la paperasse. Donc, on a fait que ça. Un coup que c'était fait, on en a pu parler. Et pour cette année, j'ai appelé Hortense avant. Et on a déjà réglé le problème. Voilà. Donc, après, je sais pas trop... Alors nous, on a choisi l'option 3 parce qu'on a des filières de matières premières qui sont très spécifiques, il n'y a pas de cotation. Voilà. Oui, parce que l'huile, j'ai une filière française. Voilà. Disons que je n'achète pas du tout mon huile comme de l'huile Le Sieur. Après le choix des options, 2 ou 3, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas une option qui est mieux qu'une autre. Ça dépend vraiment en fait des entreprises, ça dépend de leur sourcing, ça dépend de ce qu'elles sont prêtes à dévoiler ou pas aux clients. Ça dépend, voilà. Donc c'est vraiment du cas par cas. Tout le monde s'est engouffré dans l'option 3 l'année dernière parce qu'on n'était pas prêt en fait et que les tarifs n'étaient pas prêts. On ne savait pas se mettre en conformité de l'option 2, donc on se dit allez hop, option 3, on verra bien. Sauf que l'option 3, ce n'est pas une finalité en soi non plus parce qu'il y avait une grosse défiance au moment des négos. C'est-à-dire qu'on envoyait un tarif sans justification de pourquoi ma hausse est là, quelle est la quote-part des matières premières agricoles, etc. Donc le client était un petit peu en défiance en lui expliquant non mais vous inquiétez pas, l'attestation du tir indépendant viendra au mois d'avril. Donc en fait on avait un décalage dans le temps qui fait que voilà, l'option 3 a aussi pu durcir un peu les négociations. Mais pour le coup il y a un vrai arbitrage à faire, il n'y a pas une solution miracle. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre et les enjeux ne sont pas neutres en termes d'informations qu'on dévoile vis-à-vis de leurs clients. Non. Bon, merci Caroline. Et puis s'il y a des questions tout à l'heure, merci de bien vouloir y répondre. Denis, à toi. Est-ce que tu as vécu 2022 de la même façon que Caroline, c'est-à-dire que tu avais l'impression que tu n'as fait que du droit et pas du commerce ? Bonjour à tous. Alors non, c'est pas que pour 2022, hein, parce que ça fait quand même des années que le commerce n'est plus décorrélé ni du droit ni de la gestion. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle donc Denis Menneret. Avec mon associé Guy, nous dirigeons, je mets le micro, nous dirigeons Externalia, donc une entreprise de prestation de services, de direction commerciale et de, comme j'adore ça, et de négo. Voilà. Donc la négo cette année, il y en a eu quelques-unes hein, du coup, parce qu'il a fallu passer des différentes hausses de tarifs sur différents secteurs pendant cette belle année. Et donc ce qu'on peut en retenir, c'est qu'effectivement, quand on est bordé avec des CGV au cordeau, comme c'est le fait en Hortense, ça facilite quand même bien les choses. Même si effectivement, alors voilà, moi j'ai 50 ans, ça fait quelques années que j'en fais de la négo et je sais que d'expérience, chaque fois qu'on invente quelque chose, nos chers clients inventent autre chose. Donc ça, c'est le principe élémentaire de base qui régit la relation commerciale. Charge à nous de surfer au milieu de tout ça. Et pour surfer au-dessus de l'eau, l'idée, c'est vraiment d'avoir un cadre juridique, donc à travers des CGV et un tarif général de vente qui soit hyper bien fait. Alors un tarif général de vente, c'est quoi ? C'est effectivement lié aux conditions générales de vente, mais ça doit tenir compte de pas mal d'items. On passe notre temps avec Guy à refaire des tarifs généraux de vente parce qu'un tarif général de vente, c'est le reflet de ce que l'on souhaite vendre et surtout c'est accompagné d'un volant de négo en deçà duquel on ne veut pas descendre parce que sinon on atteint la rentabilité de l'entreprise. Et j'ai une vieille expression qui consiste à dire que multiplier des volumes par des pertes, ça n'a que peu d'intérêt. Faut avoir en tête que on n'est pas dans la même logique que nos chers clients distributeurs. Alors là, c'est valable pour la GMS, mais également pour ce qu'on appelle les circuits autres, hein, hors domicile et j'en passais des meilleurs. Eux sont dans une recherche de volume. Et nous, si on est effectivement dans une recherche de volume, côté industriel, on est aussi et surtout dans une logique de vendre au bon prix. L'ennui, c'est qu'on est censé piloter, nous, un tarif général de vente, un 3 net, voire un 4 net, voire même un 5 net pour les plus imaginatifs, ainsi qu'un prix marketing conseillé. Et donc, en fait, la tenaille s'opère autour de tout ça et souvent, l'équation est compliquée à gérer.
Voilà, donc nous, on peut vous accompagner là-dessus. L'AREA est également de très très bons conseils. Et c'est vrai que des années comme celle-ci, puis alors on va se le dire tout de suite, puisqu'on est... voilà, 2022 est bien entamé, on va parler de 2023. Les prochaines négos de 2023 ça s'annonce légèrement sportive aussi. Donc autant vraiment qu'on ait l'intégralité des outils pour être crédible, parce que c'est très très important en face de nos clients. Pourquoi crédible? Parce que le distributeur est faible parfois. Donc si on n'est pas bordé, si on n'a pas les outils, le distributeur il a tendance à jouer. Et puis des fois ça passe et des fois ça passe pas. Donc l'important, quelle que soit la taille de l'entreprise, quand on décide d'aller en grande distribution ou même en hors domicile, puisque les modèles économiques sont sensiblement les mêmes, et les techniques d'achat aussi, quand on décide d'aller sur des achats plutôt régionaux ou nationaux, il faut vraiment être blindé. L'important, alors ça j'ai un ancien patron qui me disait ça tout le temps, l'important c'est la préparation. Et là-dessus, il faut être vraiment blindé. C'est compliqué de ne pas subir les affres de la distribution, mais il faut être blindé et surtout savoir dire non, parce que ils ont autant besoin de vous que vous avez besoin d'eux. Je m'inclus même dans le principe. Et donc aujourd'hui, la distribution, les cartes ayant été considérablement rebattues durant cette belle année et vont l'être encore pendant cette belle année 2023 à venir, je parle en termes de part de marché, les enseignes auront besoin des entreprises que nous représentons, les PME, les produits régionaux, les produits locaux. Et donc, charge à nous d'arriver avec des vrais bons tarifs et puis de faire en sorte que les techniques de vente que vous avez apprises ou que nous sommes à votre disposition pour vous apprendre puissent être matérialisées par des jolis résultats de négo non subis et validés par les deux parties. Ce qui est facile à dire, mais pas toujours une réalité. Voilà. Est-ce que sur ces sujets-là, vous avez des questions ? Je rajouterai que donc, dans l'accompagnement des entreprises qui adhèrent à l'AREA, vous jouez un rôle très important. Et je suis heureuse que vous travaillez ensemble puisque on allie la partie juridique à la partie commerciale. Donc on a, pour les entreprises qui veulent être accompagnées, soit effectivement il y a l'abonnement. On propose aussi des formations. Donc il y a une formation sur Toulouse qui était prévu sur septembre, qu'on va remettre sur novembre parce qu'il y a une telle nécessité de préparer. Et déjà novembre, ça sera trop tard, mais bon, on se dit que peut-être fin octobre, j'en sais rien. En tout cas, le mot que vous avez dit tous les deux, c'est préparation. Et notre travail à nous, les salariés, l'équipe de l'AREA, c'est effectivement de faire en sorte que les entreprises se préparent. Parce que les marges de l'année prochaine, ce n'est pas les marges qu'on avait ni l'année dernière, ni même cette année. Et que c'est dans ces moments-là qu'il faut encore plus maîtriser la partie juridique et calculer la partie économique. Et en complément de ce que tu dis, Christine, je maintiens, l'un ne va pas sans l'autre. Sans le juridique, il n'y a pas de commerce. Sans le commerce, il n'y a pas de juridique, en l'occurrence sur ces négos. Il faut être vraiment blindé. Et une fois, en plus, sincèrement, pour le vivre au quotidien, je crois que cette année, je crois que ça doit être mon 24e, la semaine prochaine, j'ai mon 24e ou 25e rendez-vous en tout, dans ces jolies centrales d'achat. Une fois que vous avez l'ensemble des outils que vous vous êtes appropriés, vous êtes vraiment serein. Vous avez un cadre, vous avez défini votre objectif, vous êtes vraiment serein, vous appréhendez les négos autrement. Et c'est vrai qu'une fois que ce cadre est mis en place, finalement, là on se concentre sur de la négo, voire même sur du commerce, parce que c'est finalement ce qui nous anime. Mais le cadre juridique, alors CGV évidemment, TGV également, c'est prépondérant. Sinon, à un moment, vous risquez de vous faire rouler dans la farine, ou à un moment, vous allez perdre confiance et vous allez lâcher l'affaire sur la négo, et c'est dommage. Je suis assez d'accord avec ça, Denis, parce qu'en fait, en réalité, on s'aperçoit que parce qu'on n'est pas bien préparé, parce qu'on ne connaît pas bien la loi, on peut accepter des choses en fait en négociation
parce qu'on ne sait pas en fait, et se faire un petit peu retourner en négociation. Alors que du coup, alors évidemment que ça fait rêver personne de rédiger 14 pages de CGV, je sais, je fais ça toute la journée, donc je comprends tout à fait. Mais en vrai, il y a une vraie valeur ajoutée, parce que d'un point de vue organisationnel, ça vous oblige en fait à vous interroger sur c'est quoi le process dans mon entreprise du moment où j'ai validé un tarif jusqu'au moment où je le livre chez le client. Parce que les CGV, c'est que ça en fait. Donc ça vous pose aussi à vous ces questions-là, de savoir comment vous êtes organisé, comment vous y répondez. Et au-delà du cadre légal, en fait, j'ai presque envie de dire, c'est un levier de négo. C'est-à-dire que quand vous allez en négo, vous connaissez la loi, et quand le client vous dit oui, mais non, mais là, je vais vous demander ci, ça, vous savez qu'il ne peut pas vous demander ça parce qu'il y a tel article du code. Alors je ne dis pas que c'est pas la baguette magique, mais en tout cas, en face, il y a un petit peu de résistance parce que vous connaissez la réglementation et vous savez que ce qu'il demande, il n'a pas le droit de le faire. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas magique, mais ça aide, c'est de la préparation, comme tu disais tout à l'heure, et pour moi, c'est fondamental. Et en l'occurrence, le droit tel qu'on le conçoit, avec l'appui de l'ARIA, c'est vraiment au service du commercial. Ça n'a pas vocation à le supplanter, mais ça a vocation, au contraire, à vous donner peut-être des arguments, des outils pour faire passer, en fait, effectivement, le message commercial. Et en complément de ce que tu dis, Hortense, des outils et surtout une vraie, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, une vraie crédibilité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez des CGV au cordeau, le distributeur, il dit, bon, aucun. Lui, c'est au moins pas un lapin de 6 semaines et peut-être que ça va être un peu plus compliqué de le balader. Alors de le balader, c'est aussi, pardon, je leur prête de mauvaises intentions parce que souvent nos acheteurs, les acheteurs que l'on rencontre, y compris, voire même surtout au national, ne savent pas. On va se le dire, ils ont tendance à vouloir, on peut imaginer qu'ils veulent nous balader, souvent ils ne savent pas. Parce que eux, pour le coup, l'achat est décorrélé du juridique et seulement une fois qu'ils en sont rendus à la finalisation de la négo, là ils regardent le juridique. Et c'est vrai qu'en termes de crédibilité, c'est quand même beaucoup plus agréable d'arriver avec des CGV au cordeau, un TGV au cordeau, et comme ça on peut rentrer dans le vif de la négo. Je reviens sur un autre point dont tu as parlé tout à l'heure, Hortense, c'est les pénalités. Oui, alors parce qu'effectivement la distribution comme le hors domicile sont très joueurs là-dessus. Alors effectivement, ils se réfugient tous sur le fait. C'est automatique. C'est automatique. Alors moi j'ai un principe élémentaire de base qui ne va pas vous plaire, qui est très très juridique. Mais comme j'aime pas les payer, je conseille tout le temps de le faire, et je le fais moi-même, c'est toutes les contester. C'est un principe élémentaire de base. À mauvaise foi, c'est pas compliqué, mauvaise foi et demi. On les conteste toutes. Alors je suis désolé, effectivement, ça prend du temps. Je vous vends pas du rêve. C'est un mail. C'est joindre une pièce jointe, je sais. Sauf que, comment ça se termine quand vous les avez toutes contestées? En fait, c'est au poids. Donc, quand vous arrivez chez votre client avec vos 10, 12, 15, 20 notes de débit, ça se transige de la façon suivante. Bon, alors, vous les avez toutes contestées. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dedans ou on trouve un terrain d'entente? Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est une forme de négo, mais au moins, vous ne subissez pas. Mais, et même d'un point de vue juridique, parce que le schéma, c'est que le client constate en fait une pénalité, il génère en fait sa note de débit, vous avez 30 jours pour la contester. Si vous ne la contestez pas, c'est acquis, il peut la déduire des factures à venir et il n'y a rien à dire. Donc je suis tout à fait d'accord avec, enfin je ne devrais pas dire ça, mais en tout cas, juridiquement, si vous ne le faites pas et que vous laissez passer ce coche-là, après ça va être un enfer pour récupérer vos pénalités, quoi. Donc oui, contestez et on discute après, quoi. Toutes et systématiquement, et c'est en plus pour le coup crédible. Si vous en laissez quelques-unes passer, là vous êtes moins crédible. Donc à y être, vous les contestez toutes et ça finit en jeu de négo à la fin avec le tas. Je travaille avec différents clients sur différents circuits. Là, j'en ai un en tête qui travaille sur des produits sucrés. Comment vous dire que les amidons de blé, le sucre ont pris une envolée plus que lyrique cette année. J'ai un exemple, chez Casino, j'ai passé 4 hausses de tarifs depuis le début de l'année, là, en marque de distributeur. À chaque fois, des notes de débit parce que, pardon monsieur, c'est automatique. À chaque fois, on les conteste. Et à chaque fois, on est remboursé. Voilà, c'est le principe. Voire même, elles ne sont pas déduites, parce qu'ils arrivent à ne pas toutes les déduire. Donc le vrai, enfin voilà, il y a un système qui existe, que ce soit en grande distribution ou en hors domicile. Il faut se caler sur ce système, il faut savoir jouer avec. Et vous verrez que ça facilite quand même bien les choses, parce que sinon, vous subissez en permanence, et là, ça devient rapidement
un enfer. Je dis vous, nous subissons parce que je fais partie du lot. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à Hortense et à Denis? Oui. Bonjour messieurs, dames. Benoît Carpen, je suis commercial pour Saveurs des Pyrénées, collectif de commerciaux créés et appartenant à ces producteurs des artisans pyrénéens. Moi j'ai une question à savoir comment décorréler au niveau d'Egalim 2 les hausses de matières premières, des hausses industrielles, transport, le transport, emballage effectivement. Voilà, comment décorréler tout ça. Et après, j'ai une seconde question concernant les pénalités, notamment en grande distribution. À partir du moment où ces pénalités, même si elles ont été contestées dans un délai très court, sont directement imputées sur les factures qui sont réglées par le groupe en question. Alors, en ce qui concerne, pour décorréler, alors d'un point de vue Egalim 2, d'un point de vue tarifaire, la décorrélation, en fait, on décorrèle la matière première agricole du reste. C'est-à-dire que quand on prend les options 1 et 2, on est obligé en fait d'indiquer la quote-part des matières premières agricoles dans son prix, point. On n'a pas l'obligation d'indiquer le transport, l'emballage, etc. Ces points-là, on les aborde dans un deuxième temps dans les clauses de renégociation tarifaire qu'on a en cours d'année. Mais à mon sens, mais Denis, tu me diras si je me trompe, rien ne vous empêche en négociation, une fois que vous avez effectivement extrait la partie matière première, de justifier en fait de votre hausse via des hausses d'emballage, d'énergie, de transport, voilà, ce qui vous permettrait en fait de faire passer cette hausse. Et j'embraye sur les pénalités ou tu veux revenir sur... Alors, et sur les pénalités, alors, c'est pareil, tout à l'heure, j'avais un petit clin d'œil en vous disant, voilà, il y a ce qui a marqué dans le texte et la vraie vie. Une pénalité qui est contestée n'est pas déductible. En fait, c'est le principe de la compensation légale. Alors, parce que souvent dans les contrats, on dit, ouais, ou dans les CGV, moi je m'oppose, je veux pas la compensation, je veux mon accord pour compenser. Alors, oui et non. Juridiquement, il y a un principe de compensation légale. Je te dois quelque chose, tu me dois quelque chose, mais ce quelque chose est certain, liquide, exigible. Normalement, la compensation s'opère et on n'a presque rien à dire. Donc, bon, on pourrait marquer des clauses contraires dans les CGV, on peut le discuter, mais le principe s'applique. En revanche, certaines liquides exigibles, ça veut dire qui n'est pas contestée. Si elle est contestée, elle ne peut pas être déduite d'office. Donc, juridiquement, alors, ok, on a contesté automatiquement les notes de débit, etc., etc. Mais ça veut dire que là aussi, il ne faut pas lâcher, quoi. Parce que la déduction, elle est, pour le coup, pas légale. Si effectivement, il y a une contestation, alors après, se pose la question de la formalisation. Il faut que vous ayez une trace de la contestation, qu'elle ait été envoyée dans les délais, en fait, qui étaient prévus dans votre contrat. Voilà, si vous savez justifier ça, recommandez à R en disant, voilà, cette compensation-là ne répond pas, en fait, aux critères, vous n'aviez pas le droit. Vous ne pouvez pas la déduire tant que la contestation n'est pas soldée entre vous et moi. Et ça, c'est le code qui vous le dit. Et la plupart du temps, enfin, je ne sais pas sur quel secteur vous intervenez, mais la plupart du temps, c'est dans les contrats. Vous avez également, en fait, aussi ces dispositions-là, qui est de dire, voilà, si la pénalité est contestée, tant qu'on ne l'a pas tranchée, je ne peux pas la déduire. C'est effectivement le cas, comme tu dis, Hortense. Normalement, une fois qu'elle est contestée, il ne s'y amuse plus aujourd'hui. Le principe, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Le principe, c'est de vraiment la contester, c'est-à-dire vous recevez, non mais j'en ai une. Vous recevez, merci. Vous recevez la pénalité, systématiquement la contester en joignant la pénalité, en expliquant pourquoi on la conteste. C'est vérace, c'est pas vérace, peu importe. Il faut qu'elle soit contestée. Après, j'ai une petite question, vous concernant Saveurs des Pyrénées. Je connais bien puisque via la COP du haricot tarbé, mais pour moi, vous êtes considéré comme un grossiste ou pas du tout ? Parce que comme vous travaillez avec plusieurs entreprises, est-ce que vous avez les mêmes CGV pour votre entreprise que les CGV de vos industriels ? Joker. Il lui faudrait le micro, mademoiselle, s'il vous plaît. Le micro qui marche, du coup.
C'est bon? Ouais. c'est bon. Dans ce cas précis, c'est une négociation avec multiproduits et multiproducteurs. Ouais. Donc là, c'est les CGV de Saveurs des Pyrénées qui priment normalement sur la négociation pour pas qu'on Ouais. tombe dans les travers, je dirais, de. Ouais, donc là c'est en tout un cas, peu c'est la plus. méthode choisie pour l'instant. Ouais. Oui, là c'est un petit peu plus compliqué parce que vous êtes considéré comme un grossiste et vous avez un ensemble de CGV de différents circuits, de différents secteurs d'activité à gérer. Donc là, je dirais que c'est un petit peu différent. Je parle sous ton contrôle, Hortense, tu me rattrapes si je me plante. Mais je pense que c'est différent parce que vous êtes peut-être considéré comme un grossiste et que ça me semble compliqué d'avoir un jeu de CGV pour Saveurs des Pyrénées qui représenterait l'ensemble des CGV de vos industriels. Sur la décorrélation, Tu m'as perdu, je sais plus. Ouais, alors sur la façon de décorréler les matières premières agricoles, moi je reste, il faut être très lucide. Aujourd'hui, alors là je parle pour aujourd'hui, demain on verra parce que ça dépendra de la situation, mais aujourd'hui, de toute façon, d'une façon globale, tout explose, y compris transport et emballage. Donc moi, perso, ma recommandation, c'est effectivement d'arriver avec des CGV blindés sur la... Alors dans votre cas, je redis que ça peut être compliqué, mais bon, avec des CGV blindés par rapport à chaque entreprise, par rapport à la composition de chacun de ces produits, d'une part, et d'avoir une quote-part également du reste du quota produit qui concerne et le transport et les emballages. Parce que dans les deux cas, tout explose. Donc les décorréler, on peut. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne suis pas sûr aujourd'hui parce que comme de toute façon tout explose, et alors on n'a pas parlé des énergies, je ne sais pas si elles figurent dans vos items, mais si les énergies figurent dans vos items, alors là en plus énergie plus transport plus carton et verre, ça va être... Je ne sais pas comment on peut arriver à décorréler ça là tout de suite aujourd'hui. Même mathématiquement, même en faisant une analyse de valeur de chacun des produits, ça risque d'être un peu compliqué, ouais. Et crédible en plus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On a été limpide. Ou alors on les a endormis. Peut-être, c'est possible. Mais c'est l'heure qui veut ça, c'est pas nous. Tout est clair pour tout le monde? Ah, Monsieur Barbet, une question? Oui, bonjour à tous. Non, je vais pas poser de questions. Je vais simplement peut-être apporter une précision et élargir juste le débat. Et merci pour cette brillante intervention à tous les trois. Ce qui est également important, une fois que les négociations sont faites et bien faites, c'est après de déployer sur le terrain, bien entendu. Et n'oubliez pas que la grande distribution ou même la distribution spécialisée, c'est après vraiment être présent sur le terrain. Parce qu'on a eu entendu des choses parfois qui disaient qu'une fois que les négos étaient faites en centrale, la vie était belle et les produits se vendaient tout seuls. Ça n'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'on a aussi une activité, Denis ne l'a pas précisé tout à l'heure, qui sont des forces de vente externalisées pour justement accompagner les négociations qui ont été faites. Voilà, merci. Merci Guy. bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste peut-être en guise de conclusion, j'ai envie de dire deux mots: préparation et connaissance de la loi. On avait l'excuse de ne pas trop savoir et de dire bon, écoutez, on ne sait pas, soyez gentils avec nous. 2023, non. Donc voilà, il nous faut absolument préparer les négos de 2023. Je sais pas, je sais tout l'apport que vous avez et je sais que les entreprises sont tellement dans une difficulté de réflexion en ce moment que la préparation n'y est peut-être pas suffisamment, donc ça va être notre rôle. Et ensuite, oui, effectivement, connaissance de cette loi parce qu'on n'aura pas l'excuse. Et Hortense, quand tu disais, dans les négos, quand vous connaissez, mais vous êtes fort, c'est très difficile en tant que chef d'entreprise de tout connaître. Donc, fais attention, ils vont te prendre et ils vont t'amener. Voilà. Et juste pour compléter le propos de Christine, alors sans être devin, parce que sinon je jouerais au loto, mais ce que je vois venir là, ce qui va se passer,
c'est qu'on est nombreux à avoir passé des hausses de tarifs parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. La clé d'entrée de nos chers clients distributeurs et grossistes, parce que c'est aussi des distributeurs, va être la suivante, va être la baisse de la consommation. Je répète, on n'est pas dans la même logique. Ils sont distributeurs, ils achètent en gros, ils vendent en gros. On est des industriels, on produit ce que l'on a besoin de vendre. On doit gagner notre vie sur ce que l'on produit, quelles que soient les quantités. Je veux dire, je vais citer l'exemple que j'ai cité à un client tout à l'heure. Si on vend un saucisson et qu'il a pris 35% dans le courant de l'année, on va le vendre plus cher. On en vendra peut-être moins, ce sont les arbitrages du consommateur, ça c'est sûr. Mais ce qui est important, c'est de le vendre en continuant à gagner sa vie. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun intérêt. Je suis désolé, ça fait mal, parce que les industriels, les patrons de boîte, ils disent tous, c'est une certitude. Et la clé d'entrée de nos chers distributeurs cette année va être la déconsommation. Parce qu'effectivement, de toute façon, il y a une vraie problématique de pouvoir d'achat, il y a une problématique qui est liée aux énergies, il y a une émulation qui est complètement négative. Les magasins vendent moins, les parts de marché se répartissent, les magasins vendent moins. Et donc, la clé d'entrée des distributeurs cette année, ça sera de dire, messieurs les industriels, comment on fait pour faire du volume ? Pardon, ce n'est pas la bonne question. Ça, c'est leur question, à eux. Parce qu'ils sont dans un mouvement où ils ont besoin de vendre toujours plus, parce que les magasins sont de plus en plus beaux, parce que si, parce que là, ils ont besoin de volume. Il n'est pas dit que ça soit votre intérêt. Il est même souvent pas du tout dit que ça soit votre intérêt. Votre intérêt est de dire, halte au feu, l'idée c'est de vendre en gagnant correctement notre vie. Et alors, bon, on ne va pas parler de marge brute ici, mais les choses s'assument. Une marge brute, pour un industriel, ça doit être 50%. En bas, ça fait plus 50%. Mais en haut, ça doit être 50%. Sans quoi, vous ne couvrez pas l'ensemble de vos frais, que ce soit de production, mais même de distribution ou de commercialisation. Donc, les choses doivent être posées. Et les industriels, nous n'aurons pas cette année, mais alors là, je mets un déjeuner en pâture à qui le veut, nous n'aurons pas le même langage. Ils parleront d'ores et déjà de problématiques de volume. Parce que la répartition nouvelle des parts de marché qui est en train de s'opérer sur la GMS, y compris sur le CHR, le hors domicile d'ailleurs, la répartition qui est en train de s'opérer ne leur convient pas, notamment au bleu. Voilà. Donc, prenez garde, soyez blindés, ayez des CGV au cordeau, un tarif général de vente qui représente l'intérêt de votre entreprise, puis le reste devrait pas trop mal se passer. Merci Hortense, merci Denis, merci à vous pour votre attention. Et bien Cathy Grassi, qui est ici de l'AREA, et toute l'équipe est à votre disposition pour cet accompagnement indispensable dans le cadre de ce qui nous attend en 2023. Merci à vous tous.